par un été paisible à Saint-Clair-sur-Aube, un simple rideau tiré à midi devint le premier signe d'un trouble plus profond. Dans ce village où chacun connaît la vie de l'autre, un cri étouffé allait bouleverser les certitudes et révéler des secrets enfouis. Depuis où écoutez-vous cette histoire? Et quelle heure est-il chez vous? Dites-le-moi en commentaire. Entrons dans le mystère. Je n'avais pas mis les pieds à Saint-Clair-sur-Aube depuis plus de 10 ans, et le village m'accueillit comme un souvenir que l'on retrouve intact. Les façades claires, légèrement patinées, semblaient se respirer un calme immuable. Les volets ouverts laissaient entrer l'air tiède de ce début d'été, et les bruits familiers, le tintement d'une cloche d'église lointaine, le pas lent d'un cheval sur les pavés, composaient une musique discrète. Tout me parut plus lent ici. Les conversations, les gestes, même le temps semblait retenir son souffle. Je notais, avec un plaisir presque enfantin, les mêmes visages vieillis, les mêmes habitudes répétées sans ouate. Pourtant, dans ce tableau harmonieux, une ombre imperceptible effleurait ma conscience. Quelque chose que je n'aurais su nommer se cachait derrière cette immobilité charmante. Ce n'était pas un trouble clair, plutôt une note discordante, enfouie dans la douceur ambiante, comme une pensée importune qu'on refuse de formuler. Mon pas me conduisit vers la demeure de mon amie Jeanne, dont l'amitié fidèle m'avait souvent réchauffé le cœur par ses lettres soignées. Son salon ombragé m'accueillit, avec un parfum de linge propre et de fleurs coupées. Nous échangeâmes nos nouvelles avec cette lenteur précieuse qui ménage les silences. Mais, même dans ces moments d'intimité retrouvés, je ne pouvais m'empêcher de prêter l'oreille aux murmures lointains venant de la rue. Mon regard, presque malgré moi, glissait vers les fenêtres donnant sur la place, observant la lente procession des villageois, chacun absorbé dans son rituel. Cette vie extérieure, calme et réglée, semblait porter en elle un ordre qu'aucun événement ne pouvait troubler. Du moins, le croyais-je encore. C'est alors qu'un détail frappa mon attention. Au manoir des Renaudin, dont les grandes fenêtres donnaient sur la rue principale, les rideaux du salon étaient tirés, épais et sombres, rejetant la lumière. Or, je savais de longue date que Madame Renaudin avait un goût prononcé pour les pièces baignées de soleil, et que jamais, même en été, elle ne consentait à fermer ses fenêtres autrement que pour la nuit. Ce geste, presque insignifiant, provoqua en moi une pointe d'étonnement mêlée de réserve. Les petites habitudes domestiques, celles qui paraissent invariables, trahissent toujours quelque chose quand elles changent soudainement. Une raison devait exister à ce retrait volontaire de lumière. Et je sentis, sans pouvoir me l'expliquer encore, que ce détail méritait d'être gardé en mémoire. Je tentais de reprendre le fil de notre conversation, mais mes pensées revenaient sans cesse vers ce rideau. Dans ma vie, j'avais appris que les événements importants s'annoncent rarement par de grands gestes. Ils se révèlent plutôt dans ces légers décalages que la plupart des gens ignorent. Ce n'était peut-être qu'un caprice passager ou une précaution contre la chaleur, mais l'intuition, cette voix silencieuse que j'ai toujours écoutée, me soufflait qu'il y avait là autre chose. Le malaise ne tenait pas à l'image en elle-même, mais à l'écart qu'elle créait dans le tableau habituel. Je n'eus pas le loisir de m'interroger longtemps. Un son étrange fendit l'air lourd de l'après-midi. Ce n'était pas un cri franc, mais une exclamation étranglée, comme si la voix avait été étouffée à mi-course. Jeanne s'interrompit net et leva les yeux vers moi. Dans son regard se lisait le même trouble que dans le mien. Nous restâmes immobiles, tendant l'oreille. Le silence retomba presque aussitôt, plus pesant qu'avant, comme si le village retenait son souffle. Dehors, rien ne semblait avoir bougé, pas un pas pressé,
pas un murmure de foule. Pourtant, je savais que ce cri avait rompu quelque chose. Un instant plus tôt, la tranquillité du lieu paraissait immuable. À présent, elle me semblait fragile, prête à se briser sous la moindre pression invisible. Ce pressentiment s'installa en moi, tenace, et je compris que le rideau tiré n'était que la première note d'une partition plus sombre. Nous n'avions pas eu à marcher longtemps. Déjà, un petit groupe se pressait près du portail du manoir. Les visages étaient tendus, les voix basses et hachées, comme si l'on craignait que les mots, en s'élevant trop fort, ne précipitent un malheur plus grand encore. Je reconnus quelques figures du village, chacune armée de son hypothèse, toutes prononcées, avec la gravité de ceux qui, au fond, savourent la rare occasion de voir rompre le cours monotone des jours. Les regards passaient du portail fermé aux fenêtres hautes, puis revenaient au visage, cherchant un signe, un éclat d'information. Je me tins légèrement en retrait, observant cette agitation qui, paradoxalement, se nourrissait d'un silence épais. Lorsque nous fûmes admis à l'intérieur, l'air avait ce poids particulier des pièces où s'est produit quelque chose d'irréversible. Madame Renaudin était là, assise dans son grand fauteuil, les mains posées sur ses genoux, comme figée dans un instant de repos. Son visage avait conservé une expression presque paisible, mais une tasse renversée à ses pieds avait laissé sur le tapis une auréole sombre qui démentait cette quiétude apparente. Personne ne parlait. Chacun, à sa manière, semblait attendre que quelqu'un d'autre nomme ce qui venait d'arriver. Le docteur Lenoir arriva peu après, et, après une brève auscultation, déclara qu'il s'agissait sans doute d'un arrêt cardiaque. Mais son ton, bien que ferme, portait cette nuance d'hésitation que j'ai appris à reconnaître. Ses mains, en rangeant son stéthoscope, avaient tremblé imperceptiblement, comme si elles portèrent le poids d'un doute qu'il n'osait pas formuler. À mesure que les minutes s'écoulaient, les voix se firent plus pressantes dans les coins de la pièce et dans le couloir. On évoquait de vieilles rancunes, des tensions d'héritage, des relations rompues depuis longtemps. Certains mots, poison, vengeance, revenaient avec insistance, murmurés comme une incantation. Il y avait dans ces échanges une jubilation retenue, celle d'avoir enfin matière à confirmer les soupçons qu'on garde d'ordinaire pour soi. Puis, un homme du village, hésitant à prendre la parole, raconta qu'il se trouvait dans la rue au moment du cri. Selon lui, les rideaux du salon étaient déjà tirés, mais il avait distingué, juste avant le silence, le mouvement léger d'une silhouette derrière l'étoffe. Il parlait d'un geste furtif, comme celui de quelqu'un qui s'écarte pour éviter d'être vu. Un frisson parcourut l'assistance, et je sentis que ce détail, insignifiant pour certains, jetait sur l'ensemble de la scène une ombre plus dense encore. Le rideau, désormais, n'était plus seulement un tissu, mais une frontière derrière laquelle il fallait bien que quelque chose se soit joué. Le lendemain matin, je me rendis au marché, prétexte à humer l'air du village et à observer ceux qui, tout en choisissant leurs légumes, laissaient échapper des fragments de conversation. Les mots que je surprenais mêlaient curiosité, effroi et ce jugement prompt que l'on réserve aux affaires d'autrui. Chacun semblait vouloir contribuer à la trame du récit collectif, ajoutant un détail, souvent imprécis, mais raconté avec l'assurance de celui qui sait. Les regards furtifs, les hochements de tête, tout trahissait une agitation sous-jacente. La mort de Madame Renaudin avait ouvert un espace où s'engouffraient les suppositions. J'écoutais, retenant ces infimes variations de ton, qui parfois en disent plus long que les mots eux-mêmes. Peu à peu, la conversation glissa vers un sujet plus précis. Il y aurait un testament. Certains affirmaient que le document était récent, d'autres qu'il datait de plusieurs années.
Le nom de Julien, le neveu, revenait avec insistance, accompagné de remarques sur son train de vie trop large pour ses moyens. On évoquait des dettes, des projets avortés. Je laissais ces paroles s'inscrire dans ma mémoire, consciente que, dans ces villages, l'argent et la parenté forment souvent un terreau propice au drame. Plus discrètement, on glissa à mon oreille un autre élément. La cuisinière, au service de Madame Renaudin depuis longtemps, avait été renvoyée la semaine précédente. La raison exacte restait obscure. Certains parlèrent d'une querelle violente, d'autres d'un simple malentendu. Mais tous s'accordaient sur le fait qu'une telle rupture pouvait laisser des traces amères. Au fil des échanges, 2 éléments me retinrent particulièrement. Un vase, d'ordinaire placé près de la fenêtre, aurait changé de place, et une assiette, faisant partie d'un service complet, manquait à l'appel. Ce genre de détails échappait à l'attention de la police, trop occupée à interroger les témoins sur leurs allées et venues. Mais pour moi, ces anomalies domestiques n'étaient jamais insignifiantes. Elles forment souvent la première ligne d'un récit caché. En regagnant la maison de Jeanne, je trouvai, glissé sous la porte, un papier plié en 2. Quelques mots seulement, tracés d'une main mal assurée. Prenez garde à ce que vous croyez savoir. Rien d'autre, ni signature, ni indice clair sur l'expéditeur. Je restai un instant immobile, le billet entre les doigts, sentant dans ces quelques mots l'ébauche d'une menace ou d'un avertissement. Ce n'était pas tant le contenu qui me troubla, mais le choix du moment et du geste. Quelqu'un savait que je posais déjà des questions, même silencieuses. À peine la première nuit écoulée, la nouvelle circulait déjà avec l'assurance d'une vérité. Julien, le neveu, serait le coupable. Les gendarmes, interrogés à demi-mot, laissaient entendre que son nom s'imposait naturellement. On murmurait l'existence d'un héritage, on rappelait ses dettes, on évoquait ses projets irréalistes, tout cela formant un portrait commode d'homme poussé au crime par la nécessité. Cette unanimité précoce avait quelque chose de suspect. Dans les conversations, il n'y avait pas de place pour le doute, comme si l'on craignait que l'hésitation ne fît sur une version déjà trop bien arrangée. J'avais appris, au fil des années, que les évidences les plus criantes étaient souvent les plus trompeuses. L'assurance avec laquelle on désignait Julien me paraissait d'autant plus étrange que les détails précis manquaient. Les faits avancés n'étaient alors que des fragments assemblés pour servir une histoire que l'on voulait simple. Cette précipitation à conclure me fit lever un sourcil intérieur. Le brigadier, en particulier, semblait pressé d'achever l'affaire. Son ton se voulait ferme, mais je notais, en l'écoutant, de légers décalages, une phrase abrégée trop tôt, une main serrant son carnet un peu trop fort, un regard fuyant lorsqu'on évoquait certaines heures de la journée. Ce mélange d'assurance affichée et de nervosité contenue me rappelait ses enfants, qui, voulant dissimuler une maladresse, se hâtent de détourner la conversation. Je savais que, bien souvent, la vérité se tient derrière ceux que l'on ne songe pas à interroger. Les petites incohérences glanées depuis la veille formaient déjà, dans mon esprit, une mosaïque incomplète, mais dont l'image générale commençait à se dessiner. Rien, pour l'instant, ne me permettait de lier ces éléments avec certitude, mais je m'y accrochais. En fin d'après-midi, alors que je traversais la place, je la vis, la domestique congédiée la semaine précédente. Elle avançait d'un pas décidé, un grand sac usé à la main. Son regard balayait les façades, s'attardant sur certaines fenêtres avec une intensité presque calculée. Il y avait, dans sa manière de se tenir, quelque chose qui parlait d'un savoir gardé en réserve,
comme une carte que l'on ne pose pas encore sur la table. Je sentis que sa réapparition, loin d'être fortuite, allait réintroduire dans l'affaire un élément que beaucoup auraient préféré oublier. À l'aube, le village semblait encore endormi lorsque j'entendis frapper doucement à la porte. Jeanne, pâle, m'apprit qu'une nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Maître des forges, le notaire, avait été victime d'un malaise ou d'une agression, nul ne savait exactement. Les habitants, déjà ébranlés par la mort de Madame Renaudin, semblaient redouter que l'équilibre fragile du village ne cède tout à fait. Dans les ruelles, on se rassemblait par petits groupes, échangeant des phrases hâtives et des regards, chargés de sous-entendus. Chacun mesurait, à voix basse, les conséquences d'un tel événement, comme si les murs eux-mêmes pouvaient rapporter les mots imprudents. Je me rendis jusqu'au bureau de maître Desforges. L'atmosphère y était lourde, d'une tension muette. On m'apprit qu'il avait été retrouvé affaissé sur son pupitre, le souffle court, une ecchymose à la tempe. Le désordre apparent sur son bureau trahissait une interruption brutale. Mais ce fut surtout le coffre-fort, entr'ouvert, qui attira mon attention. Plusieurs dossiers manquaient. Des documents, m'assura-t-on, d'importance considérable. Le silence des employés en disait long. Certains détournèrent le regard, d'autres jouaient nerveusement avec leurs mains, comme si la présence du vide dans ce coffre avait mis à nu plus que de simples papiers. Les commérages allèrent bon train. On évoquait un visiteur, aperçu la veille, dont personne ne semblait connaître le nom. Certains affirmaient qu'il s'agissait d'un homme, d'autres d'une femme voilée. Tous s'accordaient sur un point. Cette présence avait précédé de peu l'incident. Mais aucun témoin ne se risquait à décrire clairement le visage du visiteur, comme si la mémoire du village avait choisi de s'entourer d'un voile commode. Je ne pus m'empêcher de mettre cet événement en parallèle avec la mort de Madame Renaudin. Dans les deux cas, il s'agissait de personnes liées à des documents de valeur, et dans les deux cas, les faits s'étaient produits dans un cadre familier, presque domestique. Cette proximité entre les victimes et leurs papiers m'intriguait. Les affaires de famille ont souvent la capacité de mêler l'intime et l'irréversible. Je me surpris à dresser mentalement la liste de ceux qui auraient pu avoir intérêt à accéder à ces dossiers. C'est alors qu'un voisin du manoir m'aborda. Il me confia qu'à l'heure précise, où maître Desforges avait été retrouvé, il avait vu, une fois encore, les lourds rideaux du salon du manoir se fermer d'un geste vif. Ce détail, répété, venait s'ajouter au faisceau de mes observations. Pourquoi, toujours à la même heure, cette maison se retranchait-elle soudain de la lumière du jour? Je sentis que cette habitude n'était ni fortuite ni anodine, et qu'elle tenait peut-être la clé d'un lien plus profond entre ces deux affaires. En écoutant distraitement les conversations échangées autour de moi, je sentis remonter des souvenirs d'autres affaires, parfois lointaines, où le crime s'était dissimulé sous des gestes si ordinaires qu'on aurait pu les ignorer. Ici, certains comportements avaient un parfum familier. La prudence excessive dans le choix des mots, les visites discrètes qu'on prétend accidentelles, et ce goût de la rumeur qui, sous des airs de bavardage, construit patiemment un récit. Ces schémas, je les avais déjà vus à l'œuvre, ailleurs, et ils m'avaient appris à me méfier des évidences que la communauté adopte avec trop d'empressement. En conversant avec l'un des notables du village, mon attention fut attirée par une marque sombre sur la manche de son veston clair. L'odeur encore perceptible d'encre fraîche me surprit. L'homme n'était pas connu pour manier la plume autrement que pour signer, rarement, un document préparé par d'autres. Cette tâche,
si elle avait échappé à son attention, trahissait peut-être un geste inhabituel, effectué récemment et dans une certaine hâte. Je me rappelais alors les dossiers disparus chez Maître Desforges et le lien silencieux que l'encre pouvait tisser entre les mains qui écrivent et celles qui falsifient. En traversant un couloir du manoir, je fus effleuré par une senteur délicate, presque trop raffinée pour cette maison. Ce parfum, que je connaissais pour l'avoir senti dans des cercles plus mondains, ne correspondait à aucune des habitantes actuelles. Sa présence, ici, discrète mais persistante, me sembla la trace involontaire d'une visite qui ne figurait pas dans les récits que l'on m'avait faits de la journée précédente. Je pris soin de mémoriser les allées et venues des habitants. Il apparut qu'à l'heure précise où les deux événements avaient eu lieu, certaines personnes disparaissaient brièvement, toujours pour un motif anodin. Une course à la boulangerie, une visite impromptue à un voisin, un courrier à poster. Cette régularité, masquée par la diversité des prétextes, ressemblait à ces motifs répétés dans une tapisserie, invisibles au premier regard, mais révélateurs lorsqu'on les compare. En examinant les affaires personnelles de Madame Renaudin, je trouvai, parmi des papiers ordonnés, une lettre laissée ouverte, non pliée, et manifestement inachevée. L'écriture, nette et assurée, s'interrompait au milieu d'une phrase dont les premiers mots évoquaient une vérité enfin dévoilée. Aucun destinataire n'était indiqué, mais le ton personnel laissait entendre qu'elle s'adressait à quelqu'un de proche. Le fait qu'elle n'ait pas été terminée ou envoyée me troubla plus encore. Ce n'était pas l'œuvre d'une plume hésitante, mais d'une main interrompue par quelque chose d'assez grave pour rompre le fil d'une confession. Ce fut sur la place, en fin de matinée, que l'incident éclata. Julien, le visage marqué d'une tension qu'il ne cherchait plus à contenir, lança d'une voix sèche à l'ancienne domestique que c'était elle, et elle seule, qui avait empoisonné sa tante. Le ton, la posture, tout visait à humilier. Quelques passants s'étaient arrêtés, attirés par l'échange inhabituel dans un lieu d'ordinaire réservé aux banalités quotidiennes. Je notais que Julien ne parlait pas tant pour convaincre que pour se décharger d'un fardeau. Ses phrases étaient des coups portés, plus que des arguments. L'ancienne domestique, droite, écoutait sans broncher, mais ses yeux, fixes, semblèrent retenir une réponse longtemps préparée. Lorsqu'elle parla enfin, ce fut avec une assurance presque désarmante. Elle déclara que la véritable coupable n'était autre que la belle-sœur de Madame Renaudin. Elle ajouta l'avoir vue rôdant près du salon, à une heure où rien ne justifiait sa présence. Sa voix, dénuée d'émotion apparente, portait le poids d'une certitude qui fit murmurer l'assistance. Je sentis que ces mots n'étaient pas lancés, au hasard, mais calculés pour atteindre leur cible. En quelques jours, les lignes se dessinèrent. Il y eut ceux qui défendaient Julien, rappelant ses années de dévouement, et ceux qui trouvaient crédible la version de la domestique, arguant que la belle-sœur avait toujours semblé plus intéressée par les affaires que par la famille. Les rancunes anciennes, jusque-là tapies, ressurgissaient dans les arguments échangés. Le village, sans s'en rendre compte, rejouait de vieilles querelles sous un prétexte nouveau. Je pris alors le parti d'écouter davantage que de parler. J'engageai, au détour d'une conversation sur la météo ou les récoltes, de légères questions qui forçaient mes interlocuteurs à préciser leurs propos. Plus d'une fois, une personne répétant son récit laissait échapper une variation minime, un détail modifié, signe que la mémoire se pliait à autre chose qu'aux faits. J'avais appris que les contradictions ne se révèlent pas sous la pression, mais dans la routine des échanges quotidiens.
Ce fut au manoir, lors d'un moment d'inattention générale, que je pus m'approcher d'un recoin ombragé. Derrière un lourd rideau, ma main rencontra une surface dure et froide. Je tirai légèrement le tissu et découvris un objet dont la nature, à première vue, semblait anodine, mais qui n'avait aucune raison d'être là. Sa présence modifiait la perspective que j'avais jusque-là sur la chronologie des faits. Je le remis exactement à sa place, le cœur légèrement accéléré. Je savais que, tôt ou tard, il me faudrait comprendre à qui il appartenait, et pourquoi il avait été dissimulé ainsi. Nous étions réunis dans le grand salon, et le silence avait cette densité particulière qui précède les instants irréversibles. Les visages, fermés ou tendus, semblaient figés dans l'attente. Chacun savait que ce rassemblement n'était pas une simple formalité. Il s'agissait d'entendre ce que j'avais à dire, et peut-être d'y voir son nom associé à un acte dont personne ne se déclarerait volontiers l'auteur. Je sentais, dans l'air lourd, le mélange de défiance et de curiosité qui anime ceux qui pressentent qu'un équilibre va se rompre. J'avais, depuis le début, pris soin d'observer sans accuser, de noter sans juger. Aujourd'hui, il faudrait assembler ces fragments. Je commençais par rappeler, d'une voix calme, les faits indiscutables. Chaque détail, replacé dans sa juste chronologie, formait un fil clair qui conduisait inévitablement à une seule conclusion. Je démontais une à une les hypothèses qui avaient reparu si solides, non pour les tourner en dérision, mais pour montrer à quel point elles reposaient sur des apparences trompeuses. J'évoquais les gestes insignifiants qui, mis bout à bout, révélèrent une intention soigneusement dissimulée. L'assemblée, d'abord figée, se fit plus attentive, et je vis quelques regards se détourner, comme pour se soustraire à la logique implacable qui se dessinait. Je m'arrêtai sur un point précis, les rideaux. Leur fermeture, toujours à midi, n'était pas un hasard, ni une simple habitude. Ils avaient servi à masquer un geste compromettant, visible depuis la rue ou d'une fenêtre voisine. Ce détail, passé inaperçu pour la plupart, était la clé de la mise en scène qui avait trompé les regards et permis au coupable de croire à l'invisibilité de son acte. Puis, je vins à la question du poison. Il n'avait pas été versé à la hâte, dans la confusion du moment, mais administré longtemps, à l'avance. Une tasse de thé préparée avec soin, laissée à portée de main, contenait une substance à effet différé, assez subtile pour que le malaise survienne plus tard, sans lien immédiat avec la boisson. Ainsi, le crime se dissimulait derrière un geste d'hospitalité, et la mort semblait n'être que l'œuvre du hasard ou de la nature. Lorsque j'eus terminé, un silence plus lourd encore s'abattit. Puis, d'une voix presque éteinte, l'un des présents admit ce que tous comprenaient déjà. Les mots sortirent lentement, comme arrachés à contre-cœur, mais avec une résignation qui ne trompait pas. Il expliqua les raisons, les circonstances et la manière dont il avait cru pouvoir échapper aux soupçons. Pourtant, à mesure qu'il parlait, je remarquai qu'un élément essentiel manquait, un détail précis, que son récit contournait avec soin. Je n'insistai pas alors, mais je sus que ce point restait à élucider, car, même lorsque la vérité paraît révélée, il subsiste parfois, dans ses replis, une ombre qui refuse la lumière. Les jours qui suivirent furent empreints d'une lente décrue émotionnelle. Les voix, autrefois chargées de sous-entendus, reprenaient un ton plus léger, et l'on retrouvait sur les visages ce mélange de réserve et de bonhomie propre aux gens de Saint-Clair-sur-Aube. Les conversations glissaient de nouveau vers la météo, la qualité des fruits de saison, ou les petits incidents de voisinage. Pourtant, j'avais la sensation que chacun s'efforçait, presque consciemment,
de détourner ses pensées des événements récents, comme si l'on craignait qu'y revenir ne rouvre une brèche dans la quiétude retrouvée. Le matin de mon départ, je pris le temps de partager un dernier thé avec Jeanne. Nous parlâmes, non sans quelques éclats de rire discrets, des petites comédies humaines qui avaient jalonné cette affaire, les indignations soudaines, les confidences chuchotées pour mieux être entendues, et les volte-face d'opinion qui, ici, tiennent lieu de sport local. Jeanne, avec cette bienveillance mêlée d'ironie que j'apprécie tant, observa que rien, pas même un meurtre, ne changeait durablement la nature profonde des gens. Je lui répondis que c'était précisément ce qui rendait les crimes si lisibles, à qui sait les regarder. En quittant le village, je passai devant le manoir des Renaudin. Les larges fenêtres du salon étaient ouvertes, laissant entrer la lumière comme pour effacer l'ombre de ce qui s'y était passé. Pourtant, à mes yeux, cette clarté nouvelle conservait une nuance de gravité. Elle rappelait que, derrière les façades les plus sereines, peuvent sommeiller des secrets que seule la nécessité révèle. Sur le quai, en attendant mon train, je songeais que les crimes ne naissent que rarement d'élans spectaculaires. Ils se tissent dans le silence des jalousies tenaces, des ressentiments qu'on laisse grandir, des blessures anciennes qu'aucune parole n'est venue apaiser. Ce sont de petites fissures invisibles qui un jour cèdent sous une pression trop forte. Et souvent, ceux qui en sont les auteurs ignorent jusqu'au dernier moment qu'ils vont franchir la limite. Dans le compartiment, alors que je rangeais mes affaires, mes doigts rencontrèrent un carton épais. C'était une carte postale, sans enveloppe, glissée dans mon sac. Elle représentait un jardin à la française, mais ce furent les mots au verso qui retinrent mon attention. Votre sens de l'observation serait bien utile à Mersac. Rien d'autre, pas de signature. Je restais un instant immobile, un demi-sourire aux lèvres. Il semblait que la tranquillité, pour moi, n'était qu'un interlude, et que déjà un nouveau fil d'ombre m'attendait quelque part. Ainsi s'acheva l'affaire des rideaux tirés à midi, laissant au village un calme retrouvé, mais imprégné d'un souvenir que nul ne pourra effacer. Les rancunes s'éteignent, les secrets refermés. Et pourtant, je me demandais combien d'autres vérités sommeillaient encore derrière des façades tranquilles. Pensez-vous que tout crime trouve un jour sa lumière, ou que certains resteront à jamais enfouis? Dites-le-moi en commentaire. Et si ce récit vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à l'aimer, ou à vous abonner pour d'autres mystères.